Science infuse. Vers l'infini et au-delà. Bonjour, bienvenue dans Science infuse, le podcast scientifique, l'onde sonore mécanique aux arômes de science et de mathématiques. Bon, Archimède, ça vous parle ? Eureka, j'ai trouvé! Eureka! La baignoire, Eureka, tout ça. On va quand même creuser un peu, parce que ça fait léger cette anecdote. D'autant qu'on pourrait même parler de génie quand on parle d'Archimède. Oui, carrément. Un génie. Je suis un génie! Bon, sur quels critères s'appuyer pour parler de génie ? Difficile d'être objectif, certes. Mais le moins qu'on puisse dire, concernant Archimède, c'est qu'il a eu une vie assez incroyable, ponctuée de faits d'armes pour le moins impressionnants. On détient son palimpseste, une copie de ses manuscrits, que des moines du Moyen-Âge auraient partiellement effacé pour la recouvrir d'autres textes, mais qu'on a réussi à récupérer avec la technologie du XXe siècle. Mais dans l'ensemble, pas d'autres ouvrages. Tout ce qu'on connaît de sa vie vient d'écrits d'historiens de son époque ou de contemporains qui ont croisé sa route. Bon, reprenons tranquillement. On commence par quoi ? La poussée d'Archimède du coup ? Archimède de Syracuse est né à Syracuse donc, vers moins 287 et est mort en moins 212 dans la même ville. C'est donc l'homme d'une seule cité, et même d'un seul roi, car son histoire est intimement intriquée avec celle du roi tyran de la ville, Hiéron II. Syracuse, c'est en Sicile, mais c'est une colonie grecque à l'époque. Elle fait partie de ce qu'on appelle la Grande Grèce, le nom du territoire qui désignait les côtes méridionales de la péninsule italienne sous domination grecque. Et donc la poussée d'Archimède. Tout viendrait d'une mission que lui aurait confiée le roi Hiéron II. Ce dernier voulait savoir si sa couronne était véritablement en or massif ou si elle contenait un alliage moins précieux. Après avoir longuement réfléchi à un moyen d'obtenir une réponse, Archimède aurait trouvé la solution au problème en prenant un bain, en voyant sa baignoire déborder lorsqu'il y entra, et en constatant le volume d'eau déplacé par l'immersion de son propre corps. Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée exercée du bas vers le haut et égale en intensité au poids du liquide déplacé. C'est peut-être ça un génie, quelqu'un qui sait observer le monde et en tirer le meilleur. En attendant, il serait sorti de l'eau en criant « Eureka !» j'ai trouvé en grec ancien, en courant tout nu dans les rues de Syracuse. Bon, visiblement, les génies savent aussi oublier le monde qui les entoure parfois. En tout cas, quelques expérimentations et comparaisons plus tard, l'or est censé perdre 1/20 de son poids dans l'eau, la couronne mouillée ressort de l'eau et le constat est sans appel, elle n'est pas totalement en métal précieux. Aïe. Ça m'a littéralement cuit les boules. Archimède est un vrai touche-à-tout, c'est peut-être un autre trait de son génie. Mathématiquement parlant, il est aussi redoutable. Il est entre autres à l'origine de la spirale qui porte son nom, ou des formules pour les volumes des surfaces de révolution. Il a aussi utilisé la méthode d'exhaustion à de nombreuses reprises, en particulier pour donner une valeur approchée de pi, car il est l'auteur d'une approximation remarquable de ce nombre emblématique. Mais c'est quoi au fait la méthode d'exhaustion ? J'en sais rien, mais c'est une bonne question. Avant d'y venir, il faut savoir que, jusque-là, les savants babyloniens ou égyptiens de l'Antiquité avaient juste estimé expérimentalement pi à l'aide de fractions à la précision discutable. La nature irrationnelle de pi échappe à tout le monde. Impossible de l'écrire sous forme d'une fraction de 2 entiers. Et même si cette irrationalité n'a pas été prouvée par Archimède, mais vient bien plus tard, ce dernier a réussi à encadrer le nombre de manière très précise pour l'époque, grâce à sa méthode par exhaustion donc. Il a coincé un cercle de diamètre donné entre 2 polygones réguliers de même nature. Un circonscrit à l'extérieur du cercle et un inscrit à l'intérieur. Polygones dont il savait parfaitement calculer les périmètres. 2 carrés par exemple ou 2 pentagones réguliers, afin d'obtenir un encadrement du périmètre du cercle et donc par conséquent de pi. Il est allé jusqu'à des polygones à 96 côtés, ce qui a donné à son encadrement une précision remarquable. Pi est entre 3 plus 10 sur 71 et 3 plus 1 sur 7. On est déjà à pi approximativement égal à 3,14. Il est très fort. Et on n'a pas fait mieux que ça pendant de nombreux siècles, vous imaginez ? Et il aurait pu s'arrêter là, Archimède, mais non. Il a aussi travaillé entre autres sur le calcul infinitésimal.
On parle même de lui quand on évoque la paternité du calcul différentiel. N'en déplaise à Newton et Leibniz, qui se la sont disputés, cette paternité, presque 2 millénaires plus tard. Dingue. Archimède fait aussi ses preuves dans le domaine de la physique. Il met en particulier au point des machines capables de décupler la force qu'on y exerce pour soulever des poids très lourds. D'ailleurs, on lui doit l'explication du principe du levier. Il en aurait discerné toute la puissance, allant même jusqu'à dire « Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre ». Il est le créateur de nombreux outils utilisés encore aujourd'hui, comme la roue dentée, la poulie ou encore la vis d'Archimède, qu'on appelle aussi vis sans fin, et qui a servi à faire remonter l'eau pour irriguer les champs, et qui est encore utilisé aujourd'hui dans de nombreux domaines de l'industrie. Souvent sollicité par Hieron II, il a créé en son honneur le Syracusia, le plus grand navire marchand de l'Antiquité, une prouesse de technologie pour l'époque. En pleine guerre punique, Archimède, pour protéger sa ville, aurait été le créateur d'armes défensives d'une inventivité folle. On parle de bras géants repoussant les navires ennemis et d'énormes miroirs censés mettre le feu aux vaisseaux des assaillants. Leur existence étant malgré tout contestée, car impossible à réaliser avec la technologie de l'époque. Quand la légende finit par dépasser la réalité, on touche aussi peut-être là un des traits caractéristiques des génies qui ont marqué l'histoire. Même sa mort est remarquable. Quand Syracuse tomba finalement aux mains des Romains, le général Marcellus décida d'épargner la vie d'Archimède, bien conscient du potentiel de l'homme de science. Mais perdu dans ses calculs et tracés, ce dernier se serait agacé devant la présence d'un simple soldat. « Tu déranges mes cercles !» Le soldat le tua d'un malheureux coup d'épée. La science jusqu'au bout. En conclusion, un génie, c'est peut-être une personne d'exception qui arrive à quitter un peu son humanité pour rejoindre le firmament et traverser les âges. Tous les grands savants ont leur truc à eux, leurs petits signes distinctifs, leur gimmick. Pour Newton, c'est la pomme. Einstein, la formule E égale mc au carré. Pour Archimède, ça sera Eureka. C'est peut-être là aussi un des signes qui transforme un découvreur en génie mythique. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes mathématiques de Science Infuse.